Bienvenue sur Radio Résistance Démocratie, quatrième émission de la radio. Et donc, comme vous avez pu le constater, sur cette quatrième émission, bon, le générique a changé. Il se trouve que j'ai cassé mon violoncelle dernièrement, et donc le temps de le réparer ou de le changer, bon bah, j'ai enregistré mon générique au saxophone. Alors si vous avez été attentif, en fait, vous vous êtes aperçu que de toute façon, le générique changeait tout le temps. Hein, j'utilise le même instrument, mais j'écris une partition à chaque fois pour donner de l'originalité à chaque émission, hein, que ce soit au début comme à la fin de l'émission. Et donc là, bon bah certainement pour les prochaines émissions, on aura d'autres instruments qui viendront faire générique. Bon, alors ce quatrième numéro de la radio est consacré aux médias et s'intitule L'Inquisition médiatique. Alors aujourd'hui, il va s'agir de traiter plus spécifiquement un article qui est particulièrement biaisé, et puis au fur et à mesure de sa lecture, je vais faire des commentaires et vous expliquer, vous montrer en quoi on peut complètement détourner le journalisme pour en faire de la propagande. Et notamment contre une personne, hein, c'est-à-dire que là, cet article précis est un coup de massue qui est donné à une chercheuse, hein, et cette chercheuse, donc certains la connaissent peut-être, c'est Alexandra Henrion-Caude qui a beaucoup parlé dans les médias dernièrement, notamment pour se prononcer sur les questions liées au coronavirus, au Covid-19. Alors, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça n'est pas cette chercheuse en particulier, hein, ce qu'elle a fait ou pas, ce qu'elle a dit ou pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la manière dont l'article que je vais vous lire traite d'elle et la manière dont l'article la salit, hein. Alors, le grand vainqueur de la propagande, l'article sélectionné, c'est un article qui nous vient d'LCI, et celui qui l'a écrit s'appelle Thomas Despote. Alors vous voyez là, on a une petite coïncidence heureuse, hein. Despote, c'est son nom de famille, et c'est en même temps un qualificatif qui lui va très bien, puisque étant donné la teneur de l'article, on est face là à une espèce de petit despote, hein, qui écrit n'importe comment, qui manipule l'opinion à travers sa petite littérature. Et en fait, on va détailler tout ça aujourd'hui. Alors, la photo que j'ai utilisée pour illustrer cette émission, c'est une photo d'une sorcière qui s'apprête à aller au bûcher, hein. C'est très représentatif finalement de ce que Monsieur Thomas Despote fait de Madame Henrion Caude, et donc j'ai trouvé rigolo d'illustrer l'émission comme ça. Alors, il y aurait plein de manières, hein, d'illustrer, je dirais, l'inquisition médiatique qui a cours à l'heure actuelle. Celle-ci, donc, vraiment renvoie à une personne, mais bon, on peut avoir plusieurs types de manipulations, plusieurs types de détournements et de biais dans les médias. On les abordera pas tous, hein, chaque chose en son temps. Là, vraiment, il s'agit de voir, eh bien, comment on essaye de décrédibiliser quelqu'un sur la base d'arguments fallacieux, sur la base d'un vocabulaire inquisiteur, hein, qui fait d'elle quelqu'un de coupable, voire quelqu'un de monstrueux, voire quelqu'un de profondément diabolique. C'est pour ça que voilà, hein, l'image du bûcher des sorcières était fantastique pour illustrer ce que nous fait le petit Thomas Despote. Alors son article s'intitule Virus manipulé par l'homme, danger des masques, trois petits points. L'INSERM se désolidarise d'une de ses ex-chercheuses. Il a été écrit et publié le 5 octobre 2020. Bon ben voilà, on peut déjà dire du titre qu'il est rigolo, parce que bon l'INSERM se désolidarise d'une de ses ex-chercheuses.
on a quelque chose de l'ordre du pléonasme, hein. C'est comme si, eh bien, je sais pas moi, vous aviez un footballeur, imaginons Messi, qui n'est plus je suis nul en foot, hein, qui n'est plus dans la Juventus de Turin depuis 6 ans, et que parce qu'il dit quelque chose sur une radio, le directeur de la Juventus de Turin viendrait et dirait je me désolidarise de mon ex-footballeur qui était là il y a 6 ans. Bon, vous voyez déjà le titre tient pas debout. Mais en fait, c'est tout l'article qui tient pas debout. Et ce que je vais faire, je vais le lire petit à petit et faire des parenthèses de commentaires pour vous démontrer eh bien comment on manipule énormément l'opinion sur la base de ce qu'on écrit. Donc LCI, c'est une filière de TF1, hein. Et là, on a vraiment, je pense, un des articles les plus médiocres que j'ai pu lire de tous les articles journalistiques que j'ai lus dans ma vie, et Dieu sait que je lis des articles, notamment le matin quand je me lève en prenant le café, et celui-ci, alors Thomas Despot, pour moi, il a la palme, la médaille d'or, hein, de la médiocrité, et je vous assure que, bon bah moi, si j'avais été directeur de la rédaction, je l'aurais appelé le lendemain dans mon bureau, et puis je l'aurais licencié, hein, pour multiples fautes graves, hein, suite à... Mais bon, on va les voir, ces fautes, et on va développer un petit peu tout ça. Alors, il commence par une photo, hein, d'Alexandra Orion-Code avec une légende. Les interventions d'Alexandra Orion-Code cumulent plusieurs centaines de milliers de vues. Alors ça, c'est ce qui dit dans la légende, hein. Alors déjà là, on a un problème, c'est-à-dire que la légende de la photo ne recontextualise pas où elle a été prise. Normalement, on dit, voici Madame Untel qui a été pris au centre de Untel. Donc non, là, il donne déjà une information, un fait, qu'il contredit par la suite, hein, à l'intérieur de l'article, parce que donc là, il dit qu'elle a une centaine de milliers de vues, et à l'intérieur même de l'article, il dira qu'elle dépasse 1,5 million de vues sur Internet. Donc vous voyez que ce petit gars ne donne même pas de faits similaires à l'intérieur même d'un article qui doit faire, je sais pas moi, 3-4 minutes de lecture. Et donc, bah voilà, c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a déjà incohérence à l'intérieur même des faits qu'il expose. Et donc, l'article commence comme ça, avec un gros titre, complotisme. Complotisme en gras, en gros, en caractère en majuscule. Complotisme, les entretiens donnés par la généticienne Alexandra Orion-Code cumulent des centaines de milliers de vues en ligne, des prises de position aux accents complotistes aujourd'hui dénoncées par une série de scientifiques ainsi que par l'INSERM. Alors vous voyez, ça c'est bien, je dirais, le premier biais, écrire complotisme en gros, en gras et en majuscule au début de l'article pour donner le ton. On ne rapporte donc pas une information journalistique neutre, on la classe d'emblée par le biais du jugement que veut bien y apposer son rédacteur. Hein. Donc le premier mot de l'article, c'est un discrédit jeté sur la personne. Voilà qui eh bien brise en une ligne tous les traités que les journalistes sont censés respecter, à savoir le traité de Munich par exemple, qui demande à ce que chaque journaliste soit neutre et ne qualifie pas les personnes selon notamment les mots à la mode. Hein. Là, lui, c'est ce qu'il fait. Donc ensuite, donc on a la date de l'article, 5 octobre 2020, et puis donc le nom du propagandiste, hein, Thomas Despot, et c'est son vrai nom. Hein. Alors le monsieur se présente comme, je cite, un chasseur d'intox. Alors je ne vais pas m'appesantir sur lui, mais dans une vraie rédaction, voilà, il aurait été réellement rayé pour faute professionnelle, et ces fautes professionnelles, on va les découvrir là petit à petit. Lisons. Généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM, Alexandra Orion-Code est devenue en l'espace de quelques mois une figure bien connue de nombreux internautes. En marge de l'épidémie de Covid-19, elle a en effet accordé une série d'entretiens qui ont connu un succès considérable en ligne. Le plus populaire d'entre eux, publié par la web TV TV Liberté à la fin juillet, cumule par exemple près de 1,4 million de visionnages. Voilà, petite parenthèse,
Je crois, on parle de centaines de milliers dans la légende de la photo, et là on monte à 1,4 million. Et deuxième petite parenthèse, si elle est ciblée par LCI et par ce propagandiste, c'est bel et bien parce que précisément elle fait beaucoup de vues et qu'elle atteint un public très très large, beaucoup plus large d'ailleurs que TF1 entre nous. Je continue la lecture. Dans ces longues vidéos, la chercheuse aborde une multitude de sujets relatifs au Covid-19. Réticente au port du masque et au confinement, qu'elle a notamment estimé difficile à concilier avec l'entretien de notre système immunitaire, elle a aussi évoqué une manipulation, entre guillemets, humaine du virus, une position en totale rupture avec le large consensus de la communauté scientifique, s'accordant sur une origine animale via notamment la chauve-souris. Alors dans ce premier paragraphe, la manière de salir la personne, c'est de la marginaliser. En disant par exemple une position en totale rupture avec le large consensus dans la communauté scientifique. Elle serait seule, isolée dans sa posture. Ce qui est faux, premièrement. Deuxièmement, depuis, des articles sont sortis, hein, et cette idée d'un virus qui serait peut-être de la main de l'homme fait son chemin parmi des chercheurs du CNRS, qui eh bien, tendent à creuser cette piste. Hein, et en plus d'eux, après eux, France Info, bon, qui n'est pas une radio neutre non plus, hein, loin de là, hein, elle s'est largement détériorée ces dernières années, mais France Info fait parfois quand même, on ne peut pas dire que les radios sont toutes noires ou toutes blanches, hein. France Info a quand même publié un article ces derniers temps, peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois, qui lui aussi parle de cette possible production d'un virus dans le laboratoire donc P4 hein, en Chine, hein, qui est une hypothèse qu'il s'agit de ne pas écarter. Donc, ce que racontait en octobre notre propagandiste despote s'avère faux. Hein. Donc là, on a de la fake news. Là, hein, on a de la fake news. La communauté scientifique ne fait pas consensus autour de cette question. Certains scientifiques sont en ce moment même en train de faire des recherches, bien qu'elles vont s'avérer difficiles, puisque bien la Chine hein, est une dictature et donc mener des investigations là-bas est très compliqué. Et je tiens à dire une autre chose encore avant de continuer la lecture, c'est que les innovations et les révolutions scientifiques n'ont jamais fait consensus. Sinon, en physique, on serait encore en train de lyncher Galilée et de se reporter au large consensus du clergé à l'époque pour dire que la Terre est plate. Vous voyez donc, d'ailleurs, la plupart du temps, tous ceux et toutes celles qui trouvent réellement, qui créent une petite révolution scientifique sont lynchés hein, par la communauté scientifique. Lorsqu'Einstein a développé la théorie de la relativité restreinte, ça a été réellement, enfin, il y a toute la masse scientifique. Alors certains ont évidemment validé quand même sa théorie, qui est devenue de plus en plus connue, mais il a eu une grande part de la communauté scientifique qui s'est alliée pour le lyncher, hein, et pour essayer de le faire tomber vis-à-vis de ça. Et avec des coups bas, hein, comme on peut en voir aujourd'hui, notamment en le traitant de sale juif, parce que Einstein était juif, et donc en le renvoyant à sa religion. Et vous allez voir que Monsieur Despot fait exactement la même chose pour Madame Orion Code. Il va tâcher de la décrédibiliser en allant chercher quels sont ses penchants religieux. On le verra un petit peu après. Je continue son torchon, à lire son torchon. Alexandra Orion-Code émet par ailleurs des doutes sur les vaccins en cours de développement et porte sur eux un regard terrifié, entre guillemets. Alors là, ce qui nous intéresse, et je vais faire des parenthèses tout du long de l'article, c'est le vocabulaire employé qui est très important dans un article. On appelle ça, nous les chercheurs, la terminologie, c'est-à-dire le champ lexical, les mots qui sont employés pour donner une sorte d'atmosphère hein, à votre lecture, si vous voulez. Et donc on a terreur, peur, discrédit, totale rupture, complotisme, manipulation. Vous voyez, tous ces mots que le propagandiste utilise pour écrire son article, tous ces mots ont été choisis hein, pour créer une atmosphère de stupeur, de sidération, de peur chez le lecteur, qui l'empêche de juger de façon neutre de l'information qui est donnée et qui en réalité n'est pas de l'information. Hein. C'est de la désinformation ce que fait ce bonhomme-là. Je continue la lecture.
Néanmoins, c'est un autre passage d'une vidéo où elle intervient qui s'est récemment propagé sur les réseaux sociaux. Au sujet des tests PCR réalisés dans les voies nasales, elle s'est étonnée de la longueur des écouvillons utilisés. Il s'agirait selon elle d'atteindre la plaque cribiforme, un lieu qui permettrait de passer des nanoparticules, des nouveaux modes de thérapie directement au niveau du cerveau. Une théorie aux accents complotistes qui laisse aujourd'hui pantois bon nombre de chercheurs, parmi lesquels certains de ses anciens collègues. Alors, ici, on a une décontextualisation du propos de la chercheuse, puisque l'auteur renvoie à une vidéo, dont on n'attend pas que vous alliez la voir, d'ailleurs, qui fait 1 minute 30 et qui a été soigneusement découpée dans ce qui est probablement un beaucoup plus long entretien. Ensuite, ce même chasseur d'intox censure... ces mêmes chasseurs d'intox vous censurent lorsque vous publiez des choses sur Internet en disant manque de contexte. Vous voyez? Donc, je dirais les arguments qui servent à vous censurer vous sur Internet sont des arguments que eux utilisent pour vous manipuler. Bon, c'est de bonne guerre, et vous savez qu'on est en guerre, comme l'a dit le président, lui fait partie du camp de l'allemand. Donc, ce que dit Alexandra Henrion-Code, elle dit tout simplement dans cet extrait que si le virus est dans les gouttelettes de salive, elle s'étonne qu'on aille les chercher aussi profond dans le nez. S'il faut porter des masques parce que la transmission du virus se fait par gouttelettes, il semble qu'un test salivaire, raclé un peu à l'intérieur de la bouche, suffirait. C'est, je dirais, une espèce de question de bon sens. Elle se demande pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au fond du nez, et elle propose effectivement une hypothèse. Et là, je pose la question. Donc l'hypothèse, ce serait peut-être de faire passer des nanoparticules, de nouveaux modes de thérapie directement au niveau du cerveau. Effectivement, c'est une hypothèse alambiquée, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce condamnable de faire des hypothèses? Et je vais vous dire autre chose. En fait, c'est un des fondements même de la science, faire des hypothèses. Ensuite, sur la base de ces hypothèses, on fait des recherches plus poussées pour les valider ou les invalider. Là, si vous voulez, pour le chasseur d'intox, Despote, proposer une hypothèse est un complot en soi. Donc, ce petit bonhomme ne connaît rien à la science, et dès lors qu'on va proposer une piste de compréhension, chercher de la cohérence dans quelque chose qui n'en a pas, eh bien, on va être taxé de complotiste. C'est réellement donc la novlangue du pouvoir. Dès lors que vous commencez à vous questionner, vous tombez directement dans le cercle des complotistes. Gros titre, gros sous-titre de l'article, l'INSERM se désolidarise. Si la généticienne a évolué au sein de l'INSERM, y occupant un poste de directrice de recherche, quand même, s'il vous plaît, c'est pas le petit troufion de base qui vient de rentrer dans sa première année doctorat, directrice de recherche, elle a quitté l'institution au début de l'année 2018, ce que confirme l'Institut joint par LCI. Ce dernier indique qu'il s'agissait à l'époque d'un départ pour des raisons de convenance personnelle et prend aujourd'hui ses distances avec la chercheuse. On cite l'INSERM. Ces propos ne sont donc en aucun cas ceux de l'INSERM. Depuis ses débuts, la pandémie de Covid-19 fait fréquemment l'objet de prises de parole inexactes, de désinformation ou de rumeurs. Donc oui, évidemment que ces propos ne sont pas ceux de l'INSERM, puisqu'elle est partie il y a déjà 2 ans. Donc elle ne parle pas au nom de l'INSERM. Moi, par exemple, j'ai travaillé à l'université de Saint-Étienne jusqu'en 2016, si je me souviens bien. Je fais une émission radio qui n'engage absolument plus l'université de Saint-Étienne dans laquelle je travaillais il y a 4 ans. C'est logique, quoi. Donc l'INSERM se désolidarise, mais c'est elle qui est partie de l'INSERM. Donc en fait, l'INSERM n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de faire à présent et les propos qu'elle tient à présent, quoi. Est-ce qu'on va, chercher vos anciennes boîtes de quand vous aviez commencé à travailler pendant les vacances d'été à 16 ans, 17 ans, 18 ans pour critiquer vos prises de parole alors que vous en avez 35 ou 36 et que vous êtes passé par 6 entreprises depuis? Non, certainement pas. Donc vous voyez qu'on est dans du trafic
je dirais, d'informations et même du trafic de sources. C'est-à-dire que le gars va chercher dans des anciens jobs, chez d'anciens instituts par lesquels elle serait passée, pour tâcher d'accumuler le plus d'argumentation pour la faire tomber possible. Et donc ça, on le verra encore hein, au long de l'article. Donc ces propos, bien sûr, ne sont pas ceux de l'INSERM, puisqu'elle n'y travaille plus. Oui, effectivement, l'INSERM a raison. Le Covid fait l'objet d'une vaste campagne de propagande. Est-ce à dire que l'interlocuteur affirme qu'elle s'ancre dans ce mouvement, Madame Alexandra Henrion-Caude? Rien n'est moins sûr. Mais c'est ce qu'on veut faire déduire au lecteur, et c'est ce que votre cher despote veut faire déduire à son lecteur. Mais dire, lorsque par exemple au téléphone au gars, et que le gars vous dit depuis ses débuts, la pandémie de Covid-19 fait fréquemment l'objet de prises de parole inexactes, de désinformation ou de rumeurs. Quand le gars dit ça au téléphone, il ne dit pas et Madame Henrion-Caude s'ancre dans ces prises de parole inexactes, de désinformation et de rumeurs. Non. Mais le journaliste, alors là, j'ai lâché le mot vraiment par habitude. Hein. On ne peut pas appeler ça un journaliste. Le propagandiste, voilà, ça c'est un terme qui me semble beaucoup plus approprié. Le propagandiste va prendre cette phrase de générale et va la rattacher directement à la personne pour faire dire à l'INSERM que Madame Henrion-Caude tient des propos inexacts, de désinformation et de rumeurs. Et c'est malhonnête. C'est, à proprement parler, de l'information malhonnête et de l'information biaisée qui tâche de vous emmener dans la direction, dans la thèse que le journaliste veut eh bien, vous faire entendre et vous passer, à savoir que finalement, cette chercheuse est un charlatan. Hein, c'est ça hein, l'objectif de l'article. C'est ça la thèse de l'article et l'objectif de l'auteur. Je continue sa lecture. Après une petite gorgée de café. Aujourd'hui président de la Ligue nationale contre le cancer, le généticien Axel Kahn connaît bien sa consoeur. Il fut en effet son directeur de thèse et garde d'elle l'image d'une chercheuse de très grande qualité, très travailleuse, entre guillemets. Il confie néanmoins à LCI avoir découvert avec stupeur ses récentes interventions. Cette évolution m'a désolé, glisse-t-il, évoquant des déclarations pas tellement différentes des pires positions complotistes, évidemment. Axel Kahn se souvient d'une femme très pieuse qu'il décrit comme une catholique très fervente, une foi qui l'a conduite à exprimer par le passé des convictions extrémistes d'une certaine manière, entre guillemets, sur la question par exemple du génome. Je fais un arrêt et je commente. Axel Kahn se souvient d'une femme très pieuse qu'il décrit comme une catholique très fervente. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure ? Aller chercher dans les informations personnelles des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ces prises de parole, celles qu'on essaye de contre-argumenter, pour tâcher de la décrédibiliser. Donc, alors là, moi je rigole parce que j'aime bien rigoler quelque part, mais vous voyez que là c'est grave. C'est grave parce qu'on est dans une espèce de ségrégation sur la base de la religion. Et vous voyez qu'avec des arguments d'auteur comme celui-ci et aller creuser comme ça dans, je dirais, l'aspect privé des personnes pour tâcher de les décrédibiliser, en disant que par exemple ils sont catholiques, eh bien c'est un petit peu comme dire, oui mais c'est un petit peu comme si je venais et que je disais, non mais la théorie d'Einstein est forcément fausse parce que c'est un juif fervent. Il est juif et parce qu'il est juif, il ne peut pas faire de la bonne science. Vous imaginez un peu le scandale que ça représente ? Plus même que se faire virer de la rédaction de LCI, cette personne-là devrait être traînée en procès. Très, très sincèrement, c'est ce que je pense en tout cas. Donc, on s'éloigne du sujet et de la profession de la personne pour mettre en avant des paramètres de vie privée qui n'ont absolument rien à faire là. Mais le fait qu'elle soit catholique la rapproche naturellement de l'hystérie. Hein, et ça, c'est très bon pour l'auteur qui cherche à la décrédibiliser. Parce que la personne est religieuse, parce que la personne a une croyance, eh bien, nécessairement, hein, par un jeu d'analogie fallacieux, par un sophisme fallacieux, elle ne peut pas faire de la science. Parce qu'elle est croyante, elle ne peut pas être douée de raison. Comme si tous les chercheurs devaient être athées.
comme si c'était le bon positionnement en la matière, être athée, alors que nous ne savons rien hein, de la création et des origines de l'univers scientifiquement. Et de toute façon, chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. Si vous allez aux États-Unis, il y a fort à parier que la moitié des chercheurs sont croyants, sont chercheurs et croyants, et scientifiques donc. Idem en Irlande ou en Italie, bref, dans tous les pays qui sont très croyants et pratiquants. Est-ce à dire que les personnes sont incapables de faire la part des choses entre croyance et science? Certainement pas. Certainement pas. Donc vous voyez que il y a une exposition là de son directeur de thèse. Je reviendrai hein, sur ce qu'est un directeur de thèse un petit peu après. On a des positions là qui s'écartent complètement du sujet pour glisser vers les croyances de la personne qui émet ses propos. Et donc, on va aller chercher des paramètres de vie personnelle pour décrédibiliser quelqu'un alors que ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on essaye de traiter. Eh bien ça, notez-vous-le bien parce que c'est très courant hein, dans les méthodes propagandistes je dirais, de casse de personnes, quoi, de chercheurs, de personnes d'une manière générale. Aller prendre des éléments de leur vie et dire bouh, bouh, elle est religieuse, brûlez-la, l'hystérique. Hein, on est vraiment... Et donc vous voyez que mon titre se justifie, hein, l'inquisition médiatique. Hein, on est d'accord, hein, mon titre est tout à fait justifié pour l'émission d'aujourd'hui. Donc je continue. Qu'est-ce que fait Axel Kahn? Je lis l'article. Il cherche dans sa mémoire et se souvient par exemple l'avoir entendu développer un concept un peu ésotérique, entre guillemets, mettant en avant l'intégralité de l'être vivant presque avant la conception. Parenthèse. Il cherche dans sa mémoire et se souvient par exemple avoir entendu développer un concept un peu ésotérique. Vas-y, cherche les éléments pour tâcher de la discréditer. Ici, il s'agit vraiment de dénier tout un parcours de prestige. Elle était directrice de recherche quand même. Sur la base d'un vague souvenir un soir d'automne. Je me souviens... Attendez, je me souviens... Ah oui, il y a 15 ans, à 10h30 du matin, lors d'une réunion, elle m'a proposé un concept un peu ésotérique. Vous voyez, c'est pas sérieux, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Et ça, c'est directeur de thèse. Hein. Ainsi, le moindre faux pas dans l'intégralité de votre vie, la moindre hypothèse un peu alambiquée, le moindre concept un peu flottant, et voilà, vous n'êtes plus bon à rien pour l'éternité. Terminé. Hein, cette chose-là, ce petit dérapage-là, cette petite erreur de fatigue-là, imaginons, vous condamne ad vitam aeternam. Inquisition médiatique. Oblige. Visiblement peiné par les récentes sorties de son ancienne étudiante, Axel Kahn admet aujourd'hui ne pas pouvoir la considérer comme une chercheuse. C'est celui qui le dit. Hein. Là, je suis obligé de rigoler. Parce que... Enfin, je veux dire, qui est extrémiste il va chercher dans son souvenir un soir d'automne un concept un peu ésotérique et ça y est, c'est même plus une chercheuse, quoi. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, elle n'est plus bonne à rien sur la base d'un souvenir un soir d'automne. Alors, il admet, c'est fort quand même comme propos, il ne la considère plus comme une chercheuse. Alors, voilà, c'est une position à proprement parler extrémiste, ça. Alors, il dit qu'elle a des positions extrémistes, mais sur la base d'une anecdote, il lui enlève tout statut, en fait, en termes d'opinion. Alors, bon, voilà, directeur de recherche, hein, on en a connu plein, des comme ça. Je vous rappelle que je suis docteur. Je fais un clin d'œil peut-être à tous les docteurs et les doctorants qui m'écoutent, à toute la communauté doctorale sur le suivi des directeurs de thèse, hein. Vous me comprendrez, je pense, hein, et vous rigolerez aussi, à mon avis, de l'autre côté de l'écran, sur le sérieux et la rigueur avec laquelle vous êtes suivis au quotidien par vos directeurs. J'en dirai pas plus durant cette émission, c'est pas le sujet. Alors, continuons l'article. Son positionnement, ajoute-t-il, lui apparaît à la limite d'un engagement religieux et sectaire et l'emporte sur ce qu'est sa capacité réelle à faire de la recherche de qualité.
Un ancien collègue qui a eu l'occasion d'échanger avec Alexandra Henrion Code il y a de cela plusieurs années admet que le mot sectaire ne lui serait pas venu à l'esprit. Bon, c'est vraiment un article de merde, hein. Plusieurs parenthèses. Donc, on en rajoute, hein, engagement religieux et sectaire. Alors là carrément, Madame Alexandra Henrion Code fait carrément partie d'une secte. Alors, on ne sait pas où sont ses convertis et on ne sait pas combien elle touche en étant directrice d'une secte après avoir été directrice de l'INSERM. Mais bon, c'est bien rigolo. Alors, bon, bah voilà, elle a proposé un concept un peu alambiqué. Donc, alors, ça, on lui enlève toutes ses qualités de recherche d'un coup, hein, tout est balayé. Bravo Axel Kahn. Ça c'est de l'esprit critique et de la lucidité. Ça, c'est de l'objectivité, Axel. Hein. Et puis, j'aimerais insister sur la dernière chose que je viens de lire. Un ancien collègue qui a eu l'occasion d'échanger avec Alexandra Orion Code il y a de cela plusieurs années admet que le mot sectaire, écoutez bien, ne lui serait pas venu à l'esprit. Et là, on entre dans les coulisses du journalisme, c'est-à-dire ce que l'article ne dit pas. Et parce qu'en fait, cette proposition-là, ce qui est écrit là, nous fait voir les coulisses. Alors, comment ça s'est passé pour écrire cet article très pragmatiquement? Euh, le journaliste, enfin le despote, a appelé plusieurs de ses collègues. Hein. Il en a trouvé un qui travaillait avec elle il y a plusieurs années. Et au téléphone, il lui a posé la question. Est-ce que vous pensez que Madame Alexandra Orion Code est sectaire? Voilà, ça c'est la question du journaliste lui-même. C'est lui qui introduit ce mot-là à l'intérieur de l'interview et de l'entretien. Qu'est-ce que lui répond son interlocuteur? Non, le mot sectaire ne me serait pas venu à l'esprit. D'accord? Donc, le mot sectaire n'est pas venu à l'esprit de l'ancien collègue, mais il est venu dans la bouche du journaliste qui l'interrogeait. C'est pourquoi il apparaît finalement dans l'article. Alors, voilà comment ça se passe. Le fait que ce mot sectaire vienne ou pas à l'esprit de l'interviewé, on s'en fout. L'important, c'est que le mot sectaire apparaisse de toute façon, in fine, dans l'article. Donc le despote ne veut pas savoir en réalité si Madame il a des propositions. Lui, ses propositions sont pas alambiquées. Vous voyez, ses questions sont pas alambiquées. Est-ce que cette chercheuse est sectaire ou pas? Vous voyez la question de merde complètement biaisée. C'est-à-dire qu'il induit des réponses et ceux à qui il parle disent non, mais il va quand même le mettre dans l'article. Non, le gars aurait pas dit qu'elle était sectaire, mais la question du sectarisme de la chercheuse se pose quand même. Donc bref, il fait les questions et les réponses, et dans une construction propagandiste de son article, le mot, il va quand même le mettre. Hein. C'est ce qu'on disait par rapport à la terminologie, c'est-à-dire qu'il va aller vous choisir lui-même en amont des mots, qui va faire apparaître en aval dans l'article, même si dans l'intermédiaire, les interviewés qui lui servent à construire son article ne valident pas du tout ça, n'utilisent pas du tout ces mots-là. Donc, bien voilà. C'est une manière, encore une fois, de faire jaillir des mots qui n'ont rien à voir avec la situation, rien à voir avec la personne, mais qui seront là quand même pour que, quand vous aurez fini de lire l'article, vous direz complotisme, secte, extrémiste, religieuse. Ah, mais Madame Alexandra Orion Code, c'est forcément quelqu'un qu'il faut pas écouter, quoi, vous voyez? C'est lamentable. C'est tout simplement lamentable. Je continue la lecture. Pour autant, c'était à ses yeux, aux yeux d'Axel Kahn, une chercheuse que l'on de l'ancien collaborateur, pardon, que l'on ne comprenait plus, que l'on ne suivait plus. Cet interlocuteur évoque un tournant important mentionné également par d'autres personnes interrogées au cours de cette enquête. Un séjour de plusieurs mois aux États-Unis en 2013 sous l'égide de la fondation Eisenhower Fellowship et dont elle avait été l'une des 22 lauréates. Une expérience relatée à l'époque par l'INSERM et qui aurait profondément marqué la chercheuse, lui ayant, entre guillemets, fait tourner la tête, nous glisse-t-on. Méthode de manipulation numéro
5. Enfin, je sais pas, je vais pas compter depuis le début de l'émission, mais une autre méthode de manipulation, euh, aller chercher des interviewés, et puis ne prendre que ceux qui disent du mal d'elle. Hein, dans cet article, vous n'aurez personne qui tient un propos élogieux sur Alexandra Orion-Code. Donc le propagandiste des spots ne va vous exposer que les personnes qui sont médisantes vis-à-vis d'elle pour la salir. C'est dégueulasse, c'est pas du journalisme, c'est de la propagande et ça doit être condamné. Et voilà pourquoi je fais cette émission aujourd'hui. Thomas Despots, tu es nul à chier dans ton métier. Et donc là, donc le dernier argument, donc autre élément biographique de vie personnelle, un séjour de plusieurs mois aux États-Unis en 2013 lui ont fait tourner la tête. Nous glisse-t-on. Vous voyez cette syntaxe, nous glisse-t-on. Parce que, en fait, si vous voulez, le journaliste vous met dans le secret, il vous prend à partie, il vous glisse le fait à l'oreille, vous voyez, il vous glisse le fait à l'oreille. Elle a été en Amérique et ça lui a fait tourner la tête. Rire de hyène, vous voyez. Donc vous voyez, là, l'article de LCI et Voici, ou je sais pas moi, Femme Actuelle, tous les journaux People, là, les People, c'est exactement la même chose. Bon, bah, l'argument est complètement fallacieux aussi. Je veux dire, tous les chercheurs, ou beaucoup de chercheurs en tout cas, souvent les meilleurs, sont très mobiles et font des voyages un peu partout, à l'étranger, pour croiser leurs sources, pour s'enrichir d'autres cultures scientifiques, pour accéder à une complémentarité. Si vous croyez en plus que c'est facile d'aller tous les 2 3 ans à un endroit puis à un autre, de se déplacer, au contraire, hein, le fait qu'elle soit mobile, c'est la preuve qu'elle est engagée dans sa mission et dans son métier, qu'elle reste pas pendant 40 ans dans une seule et même université ou un seul et même institut parce qu'elle a été placée par son beau-père qui y travaille aussi. Bon, non, au contraire, la mobilité, d'une certaine manière, dans les sciences et dans les professions scientifiques, c'est un gage d'engagement. Hein, c'est un gage d'engagement dans votre métier. Vous vous déplacez pour aller voir à travers le monde quelles sont les recherches, quelles sont les équipes, comment ils travaillent, et vous vous enrichissez de ces voyages. Et là, de façon complètement dégueulasse, ce qui est pourtant élogieux, ce qui est une qualité de chercheur, est retourné contre elle pour lui dire, bah voilà, elle a été chez les bouddhistes dans un temple pendant 6 mois, et puis maintenant, elle est en train de planer dans une sorte de paranirvana. Vous voyez, c'est proprement dégueulasse, c'est n'importe quoi. Hein, on est d'accord, je pense. Deuxième sous-titre de l'article, son langage n'est pas celui d'un scientifique responsable. Punchline. Son langage n'est pas celui d'une scientifique responsable. C'est quoi une scientifique responsable? Est-ce que c'est une scientifique qui ne cherche pas, qui ne veut pas comprendre, ne met pas en question, qui prend et répète la vérité d'un gouvernement, qui se donne pour mission morale de rassurer les populations alors que n'y a rien qui va et tout est incohérent? Ça c'est une scientifique responsable. Vous voyez à quel point le message qui est donné d'elle, moi, je vous le redis, hein, je la connais pas, hein, mais très clairement, on voit. Il n'y a même pas besoin de la connaître pour savoir que tout ça, c'est fait pour la salir, quoi. Parce que la manière dont c'est tourné, avec des arguments fallacieux les uns sur les autres, bien voilà, c'est simplement fait pour la décrédibiliser et ça ne rend absolument pas compte de manière objective de la carrière de la chercheuse. D'ailleurs, tout au long de l'article, on ne saura rien de ses publications, on ne connaîtra pas ses thèses, on ne saura pas avec quelles équipes très clairement elle a travaillé, parce que là, vous avez deux bonhommes qui la salissent par entretien au téléphone, mais une chercheuse qui, je sais pas, elle doit avoir 20 ans de carrière, elle a dû avoir des centaines et des centaines de collaborateurs scientifiques, mais on va vous en chercher deux qui lui pissent dessus, quoi, hein, pour, eh bien, vous faire comprendre qu'il ne faut pas l'écouter, quoi. Et bon ben là, la question, moi je vais vous dire ce que c'est qu'un scientifique responsable. C'est un scientifique qui vous donne les faits vérifiés, qui vous propose des hypothèses en fonction de ses compétences, qui semblent plausibles et qui vous dit la vérité. Voilà ce qu'est notre responsabilité scientifique. Le scientifique, il n'est pas censé faire plaisir
hein, ou être désagréable. Ça, il en a rien à foutre. Hein. Il n'est pas dans un domaine moral, ou c'est pas, il n'est pas paternaliste non plus. Il va pas vous mentir pour vous protéger d'une réalité qui vous ferait mal au cœur. Vous voyez, ça, c'est pas son problème. Le scientifique, il vous donne des faits, il mène des enquêtes, il établit des protocoles pour chercher la vérité, une vérité qui, si possible, est la plus universelle possible, la plus véridique possible, la plus plausible, et il offre des hypothèses à voir, les plus plausibles possibles, les plus vraisemblables possibles, qu'il va ensuite valider ou invalider par des protocoles méthodologiques très stricts, très rigoureux, le tout à l'intérieur même de la communauté scientifique qui pose toujours son regard sur ce que le chercheur individuel fait, en jugeant, en lui donnant des conseils, en lui disant ça va pas, là c'est ton jugement personnel, tu biaises l'article en pensant ça ou en disant ça. Et vous voyez, tout le travail du scientifique et toute la responsabilité du scientifique, c'est de tâcher de découvrir le monde de façon juste et objective, de tâcher de découvrir des faits, des mécanismes universels, des régularités, des irrégularités qui fonctionnent, et voilà, de creuser de plus en plus les savoirs, que ce soit sur les matières inertes, comme en physique, ou que ce soit sur l'humanité, comme dans les sciences sociales. Voilà quelle est la responsabilité du scientifique. Et en termes éthiques, le scientifique doit toujours dire ce qu'il pense être juste, ce qu'il pense être la réalité, loin de ses opinions personnelles, en mettant ses opinions. Voilà quelle est la responsabilité du scientifique. Et c'est ce que fait Madame Orion Code. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas tout, elle le dit, elle a des doutes, elle a des questionnements, elle critique certains protocoles, et c'est son travail. C'est son travail de faire ça. Et le despote va... son nom est vraiment pratique hein, pour le nommer. Le despote va précisément essayer de la décrédibiliser sur ce qui est le cœur même de sa mission. Et dire que le cœur même de sa mission est quelque part quelque chose qui la décrédibilise en tant que chercheuse. Vous voyez, on a vraiment un renversement du monde qui est intolérable hein, à l'heure actuelle. Intolérable. Et ça, il faut le dénoncer. Continuons à lire l'article. Médecin généticienne et épidémiologiste de formation, Ségolène Aimé est directrice de recherche émérite à l'INSERM. Il y a un peu plus de 5 ans, elle a échangé à plusieurs reprises avec Alexandra Orion-Code en vue d'une éventuelle collaboration. Elle lui reconnaît une liste de publications scientifiques de bonne qualité, sans plus, et en nombre relativement restreint. Ça, c'est... vous voyez, ça c'est la confrérie scientifique. Hein. Faut pas croire qu'il y a consensus et qu'on s'aime tous hein. À l'intérieur du monde de la science. C'est souvent même l'inverse. Hein. Et vous voyez, je relis la phrase, elle lui reconnaît, je cite, une liste de publications scientifiques de bonne qualité, sans plus, et en nombre relativement restreint. Elle souligne aussi que ces bons articles sont tous centrés sur une thématique unique. Donc voilà le jugement partial et arbitraire de la confrérie scientifique. Bon, voilà, elle a publié. Hein, alors, il y a eu 4 gars qui ont lu ses publications, qui l'ont évaluée et qui ont accepté qu'elle soit à l'intérieur de revues scientifiques prestigieuses. Et puis derrière ça, il y en a une qui passe. Ouais, c'est publié, mais sans plus, quoi. C'est médiocre. Et puis bon, en plus, il n'y en a pas beaucoup, quoi. À peine assez pour devenir directrice de l'INSERM avant elle, quoi. Hein à peine assez de qualité pour devenir directrice de l'INSERM avant Madame Ségolène Aimé. Alors, je veux pas taper sur la personne, premièrement parce que je la connais pas, deuxièmement parce qu'attention, Madame Ségolène Aimé, il se peut très bien que le journaliste ait puisé des petits bouts de phrases à l'intérieur de tout le contexte de ce qu'elle a dit pour l'utiliser contre Madame Alexandra Orion-Code pour pouvoir la salir. Et dans cette manipulation-là, Madame Ségolène Aimé n'y est absolument pour rien, vous voyez. Donc, il ne s'agit pas de critiquer cette personne-là en particulier, mais toujours et encore de critiquer les méthodes du despote. Donc,
Voilà, grosso modo, ce qui est dit à travers l'article, c'est que finalement, bon bah voilà, elle a fait du caca tout au long de sa carrière. Elle en aurait pu faire plus, hein, c'est certainement une fainéante, une paresseuse. Elle aurait pu publier un beaucoup plus grand nombre d'articles pour être crédible. Madame Ségolène Aimé, entre parenthèses, n'a pas publié beaucoup plus hein, que la collègue qu'elle critique. Hein. Son dernier ouvrage date d'il y a à peu près 21 ans. Et puis celui sur lequel on fait de la publicité, il a été publié aux éditions Hachette, Hachette Littérature. Cette édition-là n'est pas cette édition-là et cet éditeur n'est pas un éditeur scientifique. Hein. Bon, moi, je veux bien hein, que la liste des publications scientifiques soit maigre et sans plus, quoi. Mais bon, faut déjà un peu regarder son propre curriculum vitae avant de commencer de critiquer les autres, quoi. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Critiquons en rigolant et avec le sourire parce que sinon, c'est à pleurer, quoi. Euh, cette chercheuse-là, hein, cette troisième chercheuse qui a été sélectionnée pour lui cracher à la gueule, souligne donc que ses articles sont tous centrés sur une thématique unique. Et juste après, elle dit: il est très regrettable qu'elle se soit exprimée sur des sujets aussi loin de son domaine de compétence, déplore la chercheuse, qui redoute que tout cela ne vienne alimenter la défiance pour la démarche scientifique. Bon, les scientifiques sont des humains, hein, notez-le bien. Ils ont aussi leurs défauts. Et notez la contradiction. Alors, son premier argument, enfin, en tout cas, les arguments qui sont rapprochés par le despote, qui sont tirés de l'entretien, dans un premier temps, ça va pas parce tous ces articles sont centrés sur une thématique unique et elle aurait pu élargir son domaine de recherche. Et juste après, elle vous dit: putain, ces sujets sont en train de s'éloigner de son domaine de recherche et ça va pas, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on reste dans notre domaine de recherche et on l'exploite à fond et c'est le bon chemin à suivre, soit on fait une forme d'interdisciplinarité et donc on a un domaine de recherche de base et ensuite on va s'écarter petit à petit en allant vers d'autres thèmes et c'est ça le bon chemin. Mais on peut pas dire et en même temps que c'est pas bien de rester dans son domaine de recherche précis et en même temps que c'est pas bien de s'en écarter. Hein, il faut 2 minutes de logique, quoi. Il faut 2 minutes de bon sens. Et bon, ben voilà, arrêtez d'essayer de salir quelqu'un en disant tout et son contraire, quoi. Et retrouver un petit peu de logique. Arrêtez les paradoxes. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et donc voilà, ces paradoxes de logique, hein, quand il s'agit de nous critiquer les uns les autres dans la communauté de recherche, ils sont permanents. Alors maintenant, quand elle dit ouais, je redoute que cela vienne alimenter la défiance pour la démarche scientifique, ah bah là Ségolène, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. La défiance envers la science, et la démarche scientifique, elle est là. Hein. Quand on voit que les lobbyistes publient à l'intérieur des revues scientifiques prestigieuses pour tâcher de faire passer leurs produits et qu'il n'y a aucun scientifique qui les arrête, notamment dans les comités de rédaction, bon bah la démarche de la communauté scientifique, elle prend une claque et puis la défiance, elle augmente, quoi. Hein. Ça, maintenant, nous, je suis désolé de te le dire, mais il va falloir faire avec. Il va peut-être falloir être d'autant plus consciencieux et sourcilleux pour plus laisser passer ce genre de choses afin de faire baisser cette défiance, quoi. Parce que si on continue, nous les chercheurs, à laisser les grandes entreprises s'ingérer dans le domaine de la science pour publier des contre-vérités en faisant des pseudo-protocoles et qu'à côté de ça on embauche des chercheurs qui savent pas et qu'on a des ministres de la santé comme Olivier Véran qui savent pas dissocier un article scientifique fort avec une méthodologie fiable, régulière et rigoureuse d'un torchon lobbyiste, ah bah là la défiance envers la démarche scientifique, bon voilà quoi. Hein. Donc voilà, écoute, c'est pas Alexandra Orion Code hein, qui est qui est à l'origine et qui sera à l'origine d'une défiance pour la science. Hein. C'est tous les travers qui sont en train de la pénétrer et si nous on défend pas aussi
notre secteur d'activité contre ces perversions, eh ben oui, la défiance à la démarche scientifique, elle va être là, quoi. Hein. Bon, je continue. Ségolène Aimé est catégorique. Elle ne partage aucune des thèses défendues par Alexandra Orion-Code. C'est catégorique. Hein. Celles-ci sont issues à ses yeux d'une vision religieuse, philosophique et politique habituellement soutenue par l'extrême droite, en particulier américaine et non construite à partir de faits établis scientifiquement. Parenthèse. Vous l'attendiez, hein. Vous l'attendiez cet argument. L'argument de l'extrême droite. Donc, on ne peut pas décrédibiliser correctement quelqu'un sans l'affilier à un moment ou à un autre à l'extrême droite. D'ailleurs, pour en rajouter, normalement, maintenant, on dit l'ultra-droite. Hein. Et moi, j'aime bien en rajouter encore pour dire que c'est même plus de l'extrême droite, c'est même plus l'ultra-droite, c'est la giga-droite. Vous voyez, encore plus à droite que l'extrême ultra-droite. Bon, vous l'avez compris, cette ancienne directrice d'un des centres des recherches le plus prestigieux de France est une extrémiste religieuse d'extrême droite, américanisée et hystérique, que personne n'aime. Et c'est là qu'on se demande comment cet organisme choisit finalement ses directeurs. Et comment on peut ne pas douter de la démarche de sélection scientifique. On découvrira sans doute dans quelques temps que la nouvelle directrice qui parle, donc Madame Ségolène Aimé, dès qu'elle dira quelque chose qui va à l'encontre bien de la propagande médiatique, sera taxée très probablement d'islamo-gauchiste bouddhiste relié à Al-Qaïda. Hein, ça c'est clair. On ira chercher dans des éléments de sa vie qu'est-ce qu'elle croit, combien elle a d'enfants, est-ce qu'une fois elle a mis une tape sur le cul à son enfant, si oui c'est une femme violente. Bon, vous voyez, dès qu'elle tiendra un discours contraire à la doxa dominante, hein, au clergé, à l'inquisition médiatique, on la salira elle aussi, avec les mêmes méthodes. Je continue la lecture. Sur la page qu'il consacre à la controversée généticienne, l'Observatoire du conspirationnisme souligne par ailleurs que sa parole s'avère très largement relayée sur la complosphère, par des sites reconnus comme des propagateurs de fake news. En quoi est-ce que c'est un argument fallacieux ? Je vais vous le dire en l'exemplifiant. Imaginez que vous fassiez un film. Imaginez que vous soyez un producteur de film. Imaginez que ce film plaise à un vieux couple qui vote pour Marine Le Pen. Eh bien parce que ce couple le partage à sa communauté et qu'il vote Marine Le Pen, alors le contenu sera d'extrême droite ? Vous voyez les associations fallacieuses ? Comme si la chercheuse avait la main et la maîtrise de la diffusion de ces vidéos. Comme s'il fallait un pass « je suis de gauche » et avoir un public 100% de gauche pour être crédible. C'est n'importe quoi. Vous voyez, si vous publiez... Regardez, moi, ma radio, qu'est-ce que j'en sais de qui va l'écouter, honnêtement ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ça se trouve, demain, des gars que j'aime pas beaucoup, je sais pas, par exemple... qui j'aime pas beaucoup, j'aime tout le monde, d'habitude, en tout cas je tolère tout le monde. Mais imaginons qu'il y ait, moi je sais pas, un islamiste extrémiste qui reprend ma vidéo pour en reprendre une petite partie pour dire, bah vous voyez, il a raison sur ce qu'il a dit à la 21e minute. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir me voir, on va me dire, bah vous voyez, l'islamiste il dit que vous avez raison, donc vous êtes un islamiste. Ça tient pas. Et là, le despote est encore en train de manipuler l'information, de la retourner pour essayer de salir la chercheuse. C'est pourquoi, finalement, je crois que c'est lui, humour, hein, c'est lui qui devrait être brûlé sur le bûcher de l'Inquisition plutôt que notre chercheuse Alexandra Orion-Code. Mais on continue, on va terminer quand même la lecture. Hein. Bon, l'émission est un peu longue, mais on en a plus pour longtemps. Je suis désolé, j'arrive pas à faire des émissions courtes. Tout le monde sait, dans les chercheurs qui m'ont accompagné, que c'est un de mes défauts, être trop long. Et j'arrive toujours pas à être plus concis, même si je sais que c'est souvent une qualité. Bon, continuons. Les nombreux relais dont bénéficie aujourd'hui Alexandra Orion-Code mettent des scientifiques comme Ségolène Aimé dans l'embarras. Son langage n'est pas celui d'un scientifique responsable, regrette-t-elle encore. Au sujet des vaccins, par exemple,
Ce qui est responsable, c'est de discuter si l'on peut donner des autorisations de mise sur le marché de médicaments, de vaccins ou de tests, sans que toutes les évaluations soient arrivées à leur terme au prétexte de l'urgence des besoins. Là, Ségolène, ce que tu as dit, ça pue pour toi quand même. T'appartiens quand même et t'as longtemps appartenu, toi, en personne, à des comités d'éthique. Et tu es en train de nous dire, ce qui est responsable, c'est de discuter si l'on peut donner des autorisations de mise sur le marché de médicaments, de vaccins ou de tests, sans que toutes les évaluations soient arrivées à leur terme. Tu fais partie de comités d'éthique et tu es toi-même en train de dire qu'on peut en fait balayer les règles d'éthique et proposer des médicaments sur le marché sans avoir fait tous les tests au préalable. Je sais pas ce que tes collègues vont penser de ça non plus, hein, mais à mon avis, ça va pas faire consensus. Ça va pas faire consensus dans ta communauté scientifique. Donc non, non, ça va pas. Moi, je suis désolé, hein, mais ça, c'est pas responsable, quoi, de discuter de ces questions-là. Au contraire, dans l'urgence, enfin, je veux dire, Ségolène, les règles de précaution ont été précisément écrites pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la peur et dans l'urgence, d'accord? Donc, le moment où elles doivent être le plus respectées, c'est précisément dans des contextes comme le nôtre. Et il est hors de question de renverser l'éthique et de dire, parce qu'il y a urgence, on balaye toutes les règles d'éthique. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité là? Qu'est-ce que c'est que ce renversement de procédure? Euh, Les règles des droits fondamentaux des droits de l'homme, ils ont été écrits précisément quand les sociétés les menacent pour les établir de façon ferme. Et il est hors de question de renverser, je dirais, cette règle éthique et de dire ah ben non, là, désolé, mais il y a une urgence dans toutes les règles de droits fondamentaux, les droits de l'homme, il faut s'en passer pour aller plus vite. C'est n'importe quoi. Cette logique que tu es en train de nous mettre sur la table, là, c'est la logique du chaos. Contre la logique de l'ordre. Le fait d'avoir rédigé des règles éthiques permet précisément de travailler consciencieusement et de respecter des protocoles pour la sécurité de chacun, justement pour ne pas faire n'importe quoi dans l'urgence et dans l'empressement. Donc non, ce que tu crois être ta responsabilité scientifique, là, c'est irresponsable, quoi. Je suis désolé, bon, les scientifiques qui m'écoutent pourront avoir une opinion comme la tienne ou comme la mienne, mais moi je défends ma posture hein, vis-à-vis de ça, je ne suis pas d'accord du tout avec toi là-dessus. Et on n'a pas de consensus du tout hein, sur ce point-là. Troisième sous-titre, ouvrir des discussions. Je lis l'article. Aux personnes qui peuvent la mettre en cause, Alexandra Orion-Caude rétorque qu'elle ne met en avant aucune certitude, mais défend qu'aucun foyer extérieur de contamination n'a été décrit ni observé depuis le déconfinement français et européen, et que de nombreuses manifestations à l'air libre sans masque durant l'été en Europe n'ont eu aucune incidence sur l'évolution des décès du Covid-19. Si la généticienne n'a pas trouvé le temps de répondre aux questions de LCI, putain tu m'étonnes, moi il m'appelle, je n'accroche jamais. Hein. Elle a néanmoins partagé les réponses très détaillées qu'elle avait formulées. Oh, elle est gentille quand même, elle est sympathique et fair-play. À d'autres médias voilà quelques semaines, et qui portaient déjà sur les interrogations liées à ses prises de position. Qui peut avoir la certitude d'une origine animale du virus, comme humaine d'ailleurs? Aucune étude n'a pu être conclusive jusqu'à présent, avance ainsi la chercheuse. Et eh bien, comme on l'a dit au début de l'émission, bien d'autres chercheurs encore. Si elle réfute catégoriquement s'être opposée au masque, elle assume douter... alors vous voyez, j'y reviendrai tout à l'heure, elle assume douter de son influence forcément bénéfique dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire majoritairement un port par des personnes saines. Ajoutant que contrairement à beaucoup d'autres, et contrairement à ce que certains ont relayé, elle n'affirme rien. L'unanimité sur un point scientifique est douteuse. J'essaye de répondre au mieux et par la pluralité au lieu d'être certaine, dit Madame Orion-Caude. Donc vous voyez, au début de l'article, une des premières phrases, je crois que c'était à la 7e ligne, que le chercheur avançait, c'était Madame Alexandra Orion-Caude est réticente au port du masque et au confinement. Point. Il faut aller lire jusqu'à la fin de l'article pour s'apercevoir que la personne est beaucoup plus nuancée dans son propos et qu'elle ne juge pas forcément bien que des personnes saines le portent. Ce qui est tout à fait différent d'une réticence
complète au port du masque. Et vous voyez, ce défaut de nuance est encore un biais journalistique pour faire croire que la personne est, je dirais, complètement manichéenne, extrémiste, d'extrême droite, religieuse fanatique. Et bien voilà, le despote essaye réellement d'enfoncer et enfoncer et enfoncer encore une personne qui, si je dois vous donner mon opinion, me semble voilà, assez cohérente et respectueuse, quoi. Et puis elle a ses avis, hein, qui se défendent, elle a ses hypothèses, vers lesquelles on peut tendre ou pas. Bon, bah ça, il n'y a rien de plus normal, hein. Je continue. Alexandra Orion-Code explique par ailleurs avoir pris la parole à dessein durant cette crise. Elle dit: en tant que généticienne et intéressée par les solutions simples en matière de santé, j'ai étudié le SARS-CoV-2 et les différents moyens de le détecter, souligne-t-elle. Et n'affirme avoir aujourd'hui aucun regret à s'être exprimée, avouant être restée discrète médiatiquement durant sa carrière et qu'elle aurait préféré le rester. Tu m'étonnes. Elle a néanmoins changé d'avis. Le tsunami psychologique auquel nous assistons m'incite à partager mes connaissances afin d'ouvrir les discussions que je n'ai pas entendues, assure-t-elle. Bon, si je dois dire quelque chose, bon voilà, c'est une citoyenne qui a des connaissances en la matière, hein, c'est un peu son métier quand même, et qui elle s'engage et elle essaye d'aider comme elle peut à la mesure des connaissances qu'elle a. Est-ce qu'il faut condamner ça? Est-ce que elle est diabolique par rapport à ça? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois même que c'est bien. Je pense au contraire que il y a beaucoup trop de scientifiques qui sont sur la réserve politique, qui restent trop dans leur champ, alors qu'ils ont beaucoup de savoir, beaucoup de compétences, qu'ils ont des instruments d'analyse et de dissection des informations, de l'actualité, que beaucoup de citoyens n'ont pas pour ne pas avoir fait des études aussi poussées, et qu'il faudrait quand même, les gars et les meufs, que vous montiez de temps en temps un peu plus au créneau quand même pour défendre votre société, quoi. Parce que ça sert à rien d'avoir fait autant d'années d'études si c'est pour se terrer tranquille et puis laisser la société partir en vrille comme ça sans rien dire, quoi. Mais encore une fois, ça c'est mon opinion, hein. Vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste dommage, quoi. Continuation de la lecture de l'article. Alors que la chercheuse vante sa prudence et appelle à se méfier des affirmations péremptoires relatives à l'épidémie, ses positions se heurtent néanmoins à des levées de boucliers. Elle laisse pantois les spécialistes sollicités qui appellent à l'instar de l'INSERM à se ranger derrière un discours scientifique expert, solide et transparent. Bon, tous les chercheurs ne sont pas pantois, hein. Je le rappelle, il y en a qui, eh bien aussi, sont en train de faire des recherches pour connaître l'origine du virus, puisqu'on ne la connaît pas encore, hein. Donc, nuance, 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 on est bien obligé de passer par derrière les torchons médiatiques pour la produire, cette nuance. Alors, voilà, on a terminé cette émission pour aujourd'hui. J'aimerais juste résumer finalement ce qu'a fait le despote ou ce qu'a voulu faire le despote, hein. Je le résume. Donc l'ancienne directrice de l'INSERM est une catholique extrémiste, d'extrême droite, sectaire, folle alliée depuis un de ses voyages aux États-Unis, qui dit n'importe quoi et propose des hypothèses fausses. Les hypothèses doivent toujours être vraies avant démonstration, clin d'œil à la communauté scientifique. Que personne n'aime, hein, personne n'aime cette chercheuse. D'ailleurs, c'est même plus une chercheuse, hein, d'après son ex-directeur de thèse, elle n'a même plus le statut. Aux travaux peu nombreux et médiocres, prétentieuse, irresponsable, et qui n'est même pas donc une chercheuse en fait. Et ce sont trois témoins bien sélectionnés sur une communauté scientifique entière de recherche qui vous le disent. Vous devez donc avoir confiance, eux, ce sont de vrais, purs scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce que dit le gouvernement, paradis. La généticienne Ségolène Aimé, pour sa part, rappelle que toute scientifique qu'elle soit, elle est aussi une personne humaine potentiellement sujette à des interprétations très personnelles basées sur des croyances sans fondement factuel. Les scientifiques, estime-t-elle, ont autant de faiblesses et de défauts que les autres. Pour la première partie de la phrase, merci Ségolène Aimé, c'est très juste. Tout scientifique qu'elle soit, elle est aussi une personne humaine, potentiellement sujette à des interprétations très personnelles basées sur des croyances sans fondement factuel. C'est vrai, ça nous arrive.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille en collectif, pour que les autres puissent nous reprendre quand on déborde sur le domaine de ce qui nous tient à cœur et qu'on essaie de faire prendre pour de la science mais qu'on ne conscientise pas, bref, sur des biais qui sont tout à fait humains à l'intérieur même du processus de recherche. Par contre, Ségolène Aimé, ce que tu dis à la fin, les scientifiques ont autant de faiblesses et de défauts que les autres, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est tout faux. S'ils en ont, les scientifiques, ils en ont beaucoup moins que les pseudo-journalistes du XXIe siècle, qui par ailleurs se prenaient s'identifier à des chasseurs. On a de la chance, néanmoins, qu'ils ne portent pas de fusil. Ils auraient sans doute déjà descendu leur chien ou leur meilleur ami avec.